Traiter le trauma, c'est pas juste traiter le trauma, en fait, c'est aussi traiter tout ce qui va avec. Et c'est aussi l'enjeu quand on fait de l'intervention précoce. On est en amont d'un diagnostic caractérisé, mais c'est des états qui sont très associés à d'autres troubles. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Marie, qui est psychiatre, et on va parler du terme qu'on entend depuis tout petit, qui est prévenir pour guérir. Et je te laisse te présenter, Marie. Salut Clément, merci en tout cas pour cette invitation. Je suis psychiatre, je travaille à l'hôpital public et je travaille dans un dispositif d'intervention précoce. Voilà, donc c'est un dispositif pour les jeunes, les grands ados, jeunes adultes. J'en veux pas plus. Je veux bien que tu développes Okay. un petit peu parce que, en fait, l'idée, c'est qu'on ne comprend pas totalement ce dispositif. Justement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, et même déjà peut-être commencer aussi par tout ce qui est intervention précoce. Si tu peux nous définir ce que c'est, ça serait cool. Oui. Alors l'intervention précoce, ça prend petit à petit sa place en France. Il y a un réseau qui fédère tous les dispositifs d'intervention précoce qui s'appelle le réseau Transition, qui existe depuis, si je ne m'abuse, 2006. Mais c'est très ancien, c'est-à-dire qu'en Australie, ça fait plusieurs décennies que ces pratiques se développent, au Canada, au Royaume-Uni. Et en fait, l'idée, c'est de dire, ça se base sur plusieurs piliers. En fait, l'idée, c'est de dire que déjà beaucoup de troubles psychiatriques dits sévères au sens en fait d'évolution chronique, enfin au long cours, comme les troubles du spectre de la schizophrénie, les troubles bipolaires, les troubles de l'humeur au sens large, débutent avant l'âge de 25 ans. Qu'en plus, c'est une des premières causes d'années de vie vécues avec un handicap. Et que en fait des années de recherche clinique ont permis d'identifier des signes et des symptômes avant-coureurs, c'est-à-dire il existe en fait une possibilité de dépister, de repérer précocement des jeunes qui seraient plus à risque de développer ces troubles-là, et donc d'intervenir en amont de l'apparition d'un trouble caractérisé, c'est-à-dire en amont de l'apparition d'une schizophrénie, d'un trouble de l'humeur, d'un trouble bipolaire, etc. Et c'est d'autant plus crucial que quand on a entre 12 et 25 ans, on est dans une période de vie, en fait, on mature. Enfin voilà. Et du coup, sur le plan, alors, soit sur le plan social, sur le plan psycho-affectif, même sur le plan cérébral, c'est une période pendant laquelle on se construit, on fait ses premiers choix de vie un peu structurants, on choisit, je sais pas, n'importe quoi, mais sa filière pour le bac, on choisit les études qu'on veut faire, on rentre dans une vie professionnelle, on se fait ses premiers cercles amicaux, on a ses premières expériences de vie affective, intime, et après sur le plan cérébral, il se passe aussi un phénomène de maturation cérébrale avec beaucoup de plasticité, il y a beaucoup de remaniement. Et donc, c'est aussi dire que si on prend pas très précocement, enfin si on n'accompagne pas très précocement ces jeunes-là, qu'on laisse les troubles perdurer, s'installer, s'aggraver, à une période en fait cruciale à tous les niveaux, alors en fait, ça risque de provoquer des fractures, que ce soit dans les parcours de vie. Et c'est vraiment ces piliers-là qui fondent l'intervention précoce, quoi. Et c'est un peu éviter que ça s'empire aussi, parce que, je pense à ma situation, j'avais tendance à fumer de la marijuana quand j'étais plus jeune. Et ça a probablement tiré un petit peu les choses, notamment peut-être même déclenché ma bipolarité. Donc c'est un peu dans cet esprit-là, par exemple. Par exemple, en fait, on sait que typiquement les grands ados, jeunes adultes qui ont ce qu'on appelle un état mental à risque, c'est-à-dire qui ont déjà des petits troubles, voire des troubles plus importants, mais sans que ce soit constitué, sans qu'on pose de diagnostic. En fait, on a repéré qu'il y avait un usage de substances plus important, que ce soit, alors c'est en particulier cannabis, tabac, alcool. Après, il n'y a pas de lien de causalité entre le fait de consommer du cannabis et d'avoir ou de développer un trouble psychiatrique après. Par contre, il y a un lien. Enfin, tu vois, en fait, c'est pas la cause, quoi. C'est pas parce que tu fumes du cannabis que tu vas développer. Mais par contre, on sait que plus tu commences à fumer tôt, plus le cannabis que tu fumes, il est chargé en tétrahydrocannabinol, plus tu fumes en quantité aussi, plus le risque augmente. Mais en fait, c'est l'association de plusieurs facteurs de risque. Ça en fait partie, tu vois. Je veux bien que tu expliques justement les différents facteurs de risque. Alors, ça, c'est un sujet un peu fleuve, mais l'idée, c'est de dire, il y a des facteurs de risque qu'on appelle génétiques
Donc, par exemple, le fait d'avoir dans sa famille quelqu'un qui a un trouble psychiatrique caractérisé, on sait que ça crée une vulnérabilité, par exemple. Je vais t'en citer quelques-uns plus importants que d'autres. Après, il y a l'environnement, les facteurs de risque environnementaux, mais en fait, ça commence dès, en fait, la grossesse, par exemple, tu vois. L'exposition à des facteurs de stress chez le fœtus pendant la grossesse, que ce soit des pathologies virales ou des consommations toxiques chez la mère ou un stress en tout cas fœtal, ça peut constituer une vulnérabilité après pour l'enfant. Les facteurs d'adversité dans l'enfance, tu vois, le fait de grandir dans un environnement qui peut être hyper stressant pour tout un tas de raisons, mais on cite beaucoup les traumas. On sait que, tu vois, les jeunes qui présentent ces états mentaux à risque ou qui font, à un moment donné, un épisode psychotique sans que ça soit le signe d'une pathologie, encore une fois, c'est des jeunes qui ont été plus exposés à des facteurs traumatiques dans l'enfance. Du coup, c'est un enjeu crucial parce que aujourd'hui, on en parle beaucoup plus à la lumière d'événements qui se sont passés en société, tu vois, que ce soit les attentats, les guerres ces dernières années, mais en fait, le trauma, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment quelque chose de crucial à accompagner dès les premiers symptômes chez les enfants. Et du coup, il y a des centres ressources qui se créent aujourd'hui pour accompagner les gens qui ont des traumas. Il y a, par exemple, le CN2R, c'est le Centre national ressources et résilience, qui fédère, tu vois, l'ensemble des centres régionaux psychotrauma. Et donc, il y a une balance pour les enfants, les ados, puis il y a l'accompagnement des adultes. Enfin, en tout cas, ça fait partie des facteurs de risque très importants. Et concrètement, par rapport à ces centres pour aider les personnes qui ont un traumatisme, Ouais. à quel moment est-ce que tu recommandes d'y aller? C'est dans quelle situation, justement? Moi, je suis pas psychiatre d'enfants, je suis psychiatre d'adultes, donc c'est plus facile pour moi de te parler du côté adulte. Mais en fait, si tu veux, c'est un peu complexe. Moi, j'ai travaillé en centre psychotrauma pendant 2 ans, quand j'étais juste après mon internat. Et en fait, on recevait des gens qui avaient aussi bien des traumas complexes, c'est-à-dire des gens qui avaient été exposés pendant plusieurs années à des événements de vie traumatiques, que ce soit dans des relations interpersonnelles, donc des femmes victimes de violences, mais ça pouvait être aussi des traumas qu'on appelle simples, mais au sens où c'est un événement particulier auquel la personne est exposée, une agression physique, un accident de la route, ou ce genre de choses. Donc en fait, dès qu'il y a trauma, c'est important que déjà il puisse y avoir le diagnostic de portée, parce qu'en fait ça répond quand même à un certain nombre de symptômes. Enfin, ça a des conséquences, tu vois, dans la vie de la personne qu'il faut savoir évaluer. Mais après, c'est aussi beaucoup de comorbidité, c'est-à-dire que quand tu as vécu un événement de vie traumatique, tu es plus à risque après de développer des symptômes anxieux, des symptômes de dépression, de consommer des substances aussi, un peu pour parfois te traiter toi-même, tu vois. Tu vas essayer de calmer des manifestations, notamment anxieuses ou sur le sommeil de ces traumas. Traiter de trauma, c'est pas juste traiter de trauma, en fait, c'est aussi traiter tout ce qui va avec. Et c'est aussi l'enjeu quand on fait de l'intervention précoce. On est en amont d'un diagnostic caractérisé, mais c'est des états qui sont, donc c'est important de dire déjà que c'est des états, parce qu'en fait, ils apparaissent et l'objectif, c'est que on puisse sortir de ces états-là, qui sont très associés à d'autres troubles, des troubles dépressifs, des troubles anxieux, des consommations de substances, on en parlait tout à l'heure, et du trauma. Enfin, donc l'idée, c'est d'accompagner les jeunes pour que la prise en charge elle soit très intégrative, quoi. Si tu veux, l'idée, c'est d'étayer au maximum sur cette période de façon intensive pour que les choses rentrent dans l'ordre et que les gens puissent mener la vie. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, ça peut se déclencher entre 12 et 25 ans, généralement. Ouais, c'est le dernier article que j'ai trouvé, c'était 62,5% des troubles psychiatriques sévères débutent avant l'âge de 25 ans. Mais en fait, tu peux même étendre jusqu'à 30 ans, alors t'augmentes la proportion. J'ai pas les chiffres en tête, peut-être que c'est 70, 75% avant 30 ans, tu vois. Donc en fait, il y a des dispositifs d'intervention précoce qui font du 12-30 ans. D'accord. Après, il faut avoir les moyens quand même humains d'absorber l'accompagnement de tous ces jeunes et de leurs familles. Donc, pour l'instant, le dispositif dans lequel je travaille s'occupe de la tranche d'âge 15-25 ans parce que c'est la tranche d'âge la plus resserrée où il y a l'apparition des troubles. Mais en vrai, je pense que tu peux faire du 30 ans. Et donc, donc c'est pendant cette période que ça peut commencer, en fait, à se déclencher ou même se voir. Et quels sont tes conseils? Parce que l'air de rien, enfin, moi je me mets dans la situation dans laquelle j'étais il y a maintenant un certain temps, mais en fait c'est un moment où on a une dépression, c'est à quel moment où il faut se dire ah bah tiens, ce serait bien peut-être que j'aille voir
C'est Oui, transition, c'est ça? Alors, le réseau Transition, c'est le réseau national qui fédère l'ensemble des dispositifs d'intervention précoce en France. Donc, ils ont un site internet sur lequel sont répertoriés, une espèce de cartographie sur lequel sont répertoriés tous ces dispositifs. Et ces dispositifs, en tout cas concernant celui dans lequel je travaille, permettent l'auto-adressage. C'est-à-dire que les gens peuvent venir d'eux-mêmes, ou les familles en fait peuvent dire je crois que mon ado là va pas très bien, etc. Parce que l'idée c'est aussi de faciliter l'accès aux soins. Il faut aussi à un moment donné que les processus soient facilités pour les gens. Parce que si on demande un courrier d'un médecin généraliste ou d'un psychiatre ou machin, ça ralentit. Et l'objectif c'est faciliter l'accès aux soins dans un délai le plus court possible, pour être le plus en amont, en fait, le plus précocement dans l'accompagnement et dans la gestion des troubles quand ils sont là. Donc, en fait, pour te parler de ce qu'est l'intervention précoce et de ce que ça n'est pas, en fait, l'idée que quand il y a déjà un diagnostic de portée, c'est peut-être un peu trop tard, elle est ancienne, déjà la fin du 19e, début du 20e siècle. Il y a des psychiatres qui se disaient probablement qu'on intervient déjà trop tard quand les gens ont une schizophrénie, un trouble de l'humeur installé. Et petit à petit, du coup, la recherche s'est intéressée à définir cette phase qui précédait l'apparition des troubles. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appris des grandes cohortes de gens. Tu vois, dans les années 80, il y a des équipes de recherche qui ont demandé, en fait, à des gens qui avaient déjà un diagnostic ou qui étaient hospitalisés pour un premier épisode. Tu vois, un premier épisode psychotique. Alors, psychotique, on pourra redéfinir ce terme après. Ils leur ont demandé, OK, comment ça a commencé pour vous? De quoi vous vous souvenez quand vous étiez plus jeune, avant qu'il y ait ce premier épisode ou avant qu'il y ait la maladie qui soit installée, quoi. Ils ont demandé aux gens, ils ont demandé à leur famille et ils ont pu, en fait, identifier ce qu'on appelle des prodromes, donc des signes et des symptômes avant-coureurs, précurseurs. Et avec le temps, les chercheurs, avec les personnes concernées, ont affiné, en fait, ces symptômes et ont isolé des groupes de patients à risque. Du coup, aujourd'hui, au lieu de faire du rétrospectif, de se retourner en disant de quoi vous vous souvenez, parce qu'il y a plus toujours un petit peu de ce biais de remémoration. En tout cas, maintenant qu'on sait un peu ce qui peut être avant, on fait ce qu'on appelle du prospectif. C'est-à-dire qu'on regarde en avant, on dit, OK, cette personne, elle a tel symptôme. On sait qu'a priori, c'est des symptômes à risque qui créent une vulnérabilité pour l'apparition de troubles. On va essayer d'affiner l'état de la recherche, en fait, clinique autour de ces troubles et on isole, en fait, des populations plus à risque. Et donc, on va faire des interventions de plus en plus intensives et, tu vois, avec des traitements qui sont du coup pas toujours les mêmes parce que c'est pas pareil d'avoir un état mental à risque et de faire un premier épisode psychotique, tu vas pas proposer le même traitement. Alors, justement, j'en profite. L'épisode psychotique, si tu peux le déterminer. Ouais. Alors, un épisode psychotique, déjà, c'est un épisode qui donc, a un début, qui a une fin. Et souvent, enfin, psychotique, c'est, ce que ça veut dire, c'est que ça associe, dans l'épisode, il y a des symptômes psychotiques. C'est pour ça qu'on emploie ce terme. Et des symptômes psychotiques, c'est des perceptions sans objet, donc nous, ce qu'on appelle dans notre jargon des hallucinations. Donc c'est tout type d'hallucination, toute modalité sensorielle, que ce soit visuel, auditif, corporel, enfin gustatif, des odeurs, enfin voilà, ça peut être vraiment tous les sens. Ça peut être aussi ce qu'on appelle nous des idées délirantes. En tout cas, c'est un rapport à la réalité qui est tout à fait le même et qui n'est pas partagé. Par exemple, comme un espèce de vécu de sensitivité ou un peu de persécution, l'impression que les gens nous regardent mal. Je pense par exemple à une personne que j'ai rencontrée il y a pas très longtemps qui racontait que elle entendait des insultes en fait au travail. Et aussi, quand elle était dans la rue ou dans le bus, que des gens riaient dans le fond du bus, elle se disait que c'était sur elle. Et donc ça, c'était très angoissant. Ça peut aussi être ce qu'on appelle aussi, encore une fois, dans notre jargon, de la désorganisation, c'est-à-dire, en particulier cognitive, intellectuelle, la difficulté qu'on peut avoir à se faire comprendre, avoir un discours intelligible, parfois employer un mot pour un autre, répondre parfois à côté des questions ou digresser jusqu'à perdre le fil de ce qu'on voulait dire. Et ça, tout le temps, en fait. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les symptômes psychotiques. Et du coup, quand il y en a plusieurs, on parle de syndrome psychotique, d'épisodes psychotiques quand ça, voilà, quand c'est un début, quand ça a une fin. En tout cas, c'est le fait de faire un épisode psychotique. Et puis, ça peut associer aussi des symptômes émotionnels, évidemment. Le fait de faire un épisode psychotique, c'est pas le signe qu'on a une maladie psychiatrique, en tout cas. Ça peut être une modalité d'entrée dans un trouble, mais ça peut tout à fait être isolé. Ça peut être une modalité de réaction au stress. Ça peut récidiver. En tout cas, ça présage de rien.
Donc nous, en tant que soignants, on doit toujours mettre dans la balance, d'une part, parfois le souhait pour les gens d'avoir un diagnostic parce que ça peut être soulageant de savoir ce qu'on vit. Alors du coup, on va parler de diagnostic syndromique. On va dire, vous avez fait un épisode psychotique. Et puis, moi, je pars souvent du verbatim que les gens emploient pour définir ce que c'est que l'épisode psychotique. Quand les gens parlent, par exemple, j'ai en tête une jeune femme qui parlait beaucoup de pensées obsessionnelles pour définir pour elle les idées délirantes. Donc, en fait, moi, je partais de ça, cette façon de s'exprimer. Et donc, c'est faire cet effort de pédagogie, dire, vous parlez de ça, dans notre jargon, c'est ça, mais voilà, on parle en fait de la même chose, et du coup, on appelle ça un épisode psychotique. Donc, c'est jauger toujours entre le besoin pour les gens d'avoir un diagnostic et puis aussi en psychiatrie, on parle beaucoup de retard diagnostique avec toutes les conséquences que ça a. Donc, c'est à la fois se garder de poser un diagnostic trop tôt quand c'est juste un premier épisode et en même temps, parfois, les gens sont très en demande. Donc, voilà, c'est à nous d'être vigilants, de à la fois pas se précipiter, mais quand même de pouvoir parfois poser un diagnostic quand on peut le faire et quand les gens le souhaitent. Mais en restant, il faut rester aussi éthique dans sa pratique. On va pas, n'essaie pas de faire ou de dire n'importe quoi. Au contraire, il faut être précis. Je pense toujours faire cet effort de pédagogie avec les personnes qui le font vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que quand quelqu'un, moi, m'explique ce qu'il vit, il fait cet effort pour moi d'être intelligible. C'est pas toujours évident. En tout cas, ça définit aussi ce qu'on peut proposer aux gens. Faire un premier épisode psychotique, ça suppose que par derrière, l'accompagnement est adapté à cet épisode et qu'on va aussi nous proposer un accompagnement qui va être à la fois médical, mais aussi il faut qu'on se connecte à d'autres intervenants. Par exemple, l'établissement scolaire, quand c'est un jeune qui est scolarisé, est-ce qu'il faut qu'il ait un PAI? Et en fait, c'est des plans d'accueil individualisés, donc des projets d'accueil individualisés pour des écoliers en fait qui ont besoin d'aménager l'emploi du temps parce qu'ils ont des difficultés. Après, ça marche pour tous les types de handicap, que ce soit moteur ou psychique, tu vois. Mais c'est adapter la scolarité, adapter l'emploi, adapter la formation. Donc, c'est se connecter, en fait, à des intervenants qui sont hors du champ de la psychiatrie, mais qui ont quand même un rôle à jouer parce que ça a vraiment un impact sur la santé, en particulier la santé psychique des gens. Si on n'adapte pas l'environnement dans lequel ils évoluent, au moins temporairement, parce qu'en fait, après, l'idée, c'est de dire, si on fait ça maintenant pour, en fait, qu'après, les gens soient tranquilles, tu vois. Donc en fait, c'est un peu de se dire que nous dit en fait la recherche, c'est que le début des épisodes psychotiques est souvent entre 15 et 25 ans, si je simplifie encore. En fait, si je devais simplifier, c'est la plupart des pathologies psychiatriques d'évolution chronique débutent avant l'âge de 25 ans. Ces pathologies psychiatriques, parfois, elles commencent, le début est marqué par un premier épisode qu'on appelle psychotique. Et même avant ce premier épisode psychotique, il y a une phase, on appelle une phase prodromique, où il y a déjà des signes et des symptômes avant-coureurs. Et maintenant, grâce à toute la recherche clinique qui a été faite, évidemment, on sait identifier un premier épisode psychotique, mais on sait surtout identifier même la phase qui précède ce premier épisode psychotique. On arrive à être très, très en amont de l'apparition des maladies psychiatriques. Et c'est en ça que l'intervention précoce a du sens, parce que l'objectif, c'est de réduire la transition vers des pathologies psychiatriques qui auront un impact sur la vie des gens. Plus tu interviens précocement, plus tu préserves les trajectoires de vie des gens, plus tu soutiens leur capacité à se rétablir eux-mêmes. En fait, c'est comme si lorsqu'on travaille sur cette période-là, on peut éviter, entre guillemets, que ça s'empire, et qu'ensuite ça puisse déclencher, par exemple, une bipolarité, parce que, en fait, on travaille vraiment en amont. Et donc, en fait, c'est un peu basique de dire ça, mais c'est là où tu as le meilleur retour sur investissement, presque. Exactement. C'est de la prévention en psychiatrie. Donc, on reste en psychiatrie parce que ces jeunes ont des difficultés objectivables, des troubles. Ils demandent de l'aide, très souvent, eux ou leur famille. Et effectivement, cette histoire de retour sur investissement, il est crucial pour les gens et puis pour leur environnement, parce qu'en fait, on sait plusieurs choses. On sait d'une part que l'intervention précoce, grâce à, on pourra en parler si tu veux, grâce au case management. Donc c'est en fait, ouais, et ben voilà. En fait, le case management, c'est vraiment un modèle qui intègre tout ce qui va permettre aux gens d'accrocher les soins, de se maintenir dans les soins et de se rétablir par la suite. En fait, un case manager, c'est
un professionnel, souvent un professionnel de santé, mais ça peut être un professionnel plus du champ social. Il y a des éducateurs qui prennent la fonction de case manager en intervention précoce, par exemple. En tout cas, dans le dispositif dans lequel je travaille, c'est des infirmiers, infirmières, psychologues. Il y a quand même une assistante sociale, d'ailleurs, j'y pense. Et il y a un éducateur qui prennent une fonction particulière auprès du jeune. Ça va être un peu l'allié de confiance, la personne qui va le mieux les connaître, qui va identifier leurs besoins, qui va aller vers eux. C'est-à-dire que c'est pas demander toujours aux jeunes de venir en consultation au centre de consultation, mais c'est peut-être aller le voir chez lui, aller le voir dans un café, le voir à la sortie des cours. Enfin, en tout cas, essayer de s'ajuster aux besoins, aux envies du jeune, identifier ce qui le gêne, ce dont il a besoin, ce dont il a envie, faire ce travail aussi de pédagogie auprès de lui pour qu'il se maintienne dans des soins. Et puis, le case manager, c'est pas celui qui va tout faire, mais c'est celui qui va s'assurer que tout ce qui doit être fait est fait pour le jeune. Et donc, c'est mettre le jeune en contact ou ses parents avec justement des intervenants sociaux, des intervenants du secteur de la formation ou scolaire. C'est faire en sorte que la famille puisse avoir de l'aide aussi, un espèce de parole. C'est le responsable du parcours, en fait. Ouais, en quelque sorte. C'est le fil rouge, quoi. C'est ça. Mais et du coup, c'est vraiment une fonction pilier. D'accord. En intervention précoce, le case manager. Ça, c'est... Et en fait, ce qu'on sait, c'est que l'intervention précoce, ça permet de réduire les symptômes quand ils sont là, les symptômes psychotiques, donc les hallucinations, les idées délirantes, la désorganisation, les symptômes aussi négatifs, ce qu'on appelle le fait d'avoir des difficultés concentré, motivé pour être dans l'interaction sur le plan social avec d'autres. Ça réduit aussi le risque de comorbidité, enfin d'avoir par exemple un trouble anxieux, de faire une dépression, de consommer des substances, en particulier du cannabis. Ça réduit le nombre d'hospitalisations, voire le recours à l'hospitalisation. Quand il y a hospitalisation, elle dure moins longtemps. Elle se font librement, c'est-à-dire que c'est aussi réduire le recours aux soins sans consentement, ça c'est fondamental. Parce qu'on sait que les hospitalisations sont aussi parfois constituent des traumas pour les gens. On peut aussi être nous traumatiques, même si c'est jamais ce qu'on souhaite. Et aussi, c'est que le taux de désengagement, c'est-à-dire le fait que les gens se désengagent des soins, est moins important quand on fait de l'intervention précoce. Par exemple, à la sortie d'hospitalisation, il y a une étude suisse qui montrait qu'un jeune hospitalisé pour un premier épisode psychotique, dans un cas sur deux, il n'allait pas à son premier rendez-vous. Et quand on met en place de l'intervention précoce, on fait en sorte que le case manager aille le voir dès l'hospitalisation pour faire connaissance avec lui, rencontre sa famille, lui explique un peu ce qu'il vit avec l'équipe soignante, tu vois, explique les soins, pourquoi on te propose ce traitement, pourquoi on te propose après ce parcours d'intervention précoce, etc. En fait, on sait que là, ça chute à 20%. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui vont accrocher les soins. Et on sait que quand on fait des enquêtes de satisfaction, les jeunes, leurs familles se disent aussi plus satisfaits de ce type d'intervention-là que quand on les propose pas. Et enfin, la charge mentale et l'effet sur la santé globale des proches, en fait, est aussi bénéfique. C'est-à-dire que les familles et l'entourage au sens large pour les jeunes se sent aussi accompagnés. Parce qu'en fait, on prend en compte cet environnement complètement dans l'intervention précoce. C'est proposer des entretiens familiaux, des entretiens avec le jeune, c'est faire de l'éducation thérapeutique ou de la psychoéducation pour les familles, pour qu'ils comprennent, tu vois, comment s'ajuster aux difficultés que peut avoir leur enfant, comment ils peuvent aussi se ressourcer eux. Tu vois, c'est fondamental, non seulement d'intervenir précocement, mais de proposer un accompagnement global. Et quand on dit global, c'est aussi prendre en compte les ressources autour du jeune, donc la famille. Ça peut être une famille un peu élargie, je pense. Peut-être qu'un jour on tiendra compte des meilleurs copains de nos amis. Enfin, c'est vraiment crucial, quoi, je pense. C'est vraiment un ensemble qui permet justement de se rétablir et voire même, c'est ça qui est assez génial, de potentiellement que le trouble psychique puisse se développer. Ouais, ça prévient l'apparition de ces troubles-là. Alors, c'est pas du 100%, mais l'idée, c'est quand même de faire chuter ce risque de développer une pathologie plus sévère. Ça a vraiment du sens. Et c'est aussi le dispositif dans lequel je travaille, on a choisi de l'intégrer au secteur. Le secteur en psychiatrie, c'est en gros une organisation qui fait que l'objectif, c'est permettre que chacun puisse avoir accès à des soins au plus proche de chez lui. Et donc, en fait, c'est la politique sectorielle, elle est très ancienne, elle a 50, 60 ans. Et en fait, garantir des soins de proximité, c'est important. De pas dire aux gens, OK,
vous allez faire 1 heure de voiture pour aller en consultation. Donc, on a décidé d'intégrer ce dispositif au secteur, donc dans les centres de consultation à proximité du lieu de vie des gens, et en même temps de favoriser le fait que c'est aussi des soignants qui vont aux jeunes, enfin, tu vois, et à leur famille, quoi. La mobilité, c'est aussi important pour le secteur en tant que dispositif parce que on connaît les difficultés aujourd'hui en termes de ressources humaines, d'investissement financier. C'est rendre au secteur sa mission originelle de prévention aussi, parce qu'en fait, la prévention en psychiatrie, elle appartient au secteur. Et c'est redynamiser aussi les pratiques, c'est faire monter en compétence des soignants en les outillant en intervention précoce. Mais quand tu fais ça, tu les outilles en sachant que, par exemple, l'outil que tu vas leur donner, il va leur servir aussi pour d'autres personnes qui accompagnent. Typiquement, les case managers du dispositif dans lequel je travaille, ils ont été formés à l'entretien motivationnel. On sait que c'est important, mais en intervention précoce, mais pas que. En fait, tu vois, quand ils rencontrent une personne qui a une problématique addictive, et il y a beaucoup de gens suivis en psychiatrie qui ont des problématiques addictives, parce que le tabac, tu vois. On sait que ça peut être utile pour ces personnes-là aussi. L'entretien motivationnel, ça marche aussi pour beaucoup de gens déjà suivis. Et c'est pas que c'est la motivation au changement en fait. Tu vois, quand tu vas venir travailler, ça c'est valable dans beaucoup de situations. Donc c'est faire monter les gens en compétence dans un certain domaine, mais on sait que ça leur servira aussi à côté. Donc je trouve que c'est à la fois faire avec les forces du secteur, le fait qu'il y a des soignants en proximité. Après, on fait aussi avec les contraintes parce qu'on sait que les ressources humaines sont pas infinies. Mais bon, moi, je trouve que c'est un beau modèle organisationnel, en fait. Je trouve que c'est très valorisant pour les personnes qui travaillent dans le secteur de se dire que on valorise leur formation. Je pense que c'est agréable aussi pour eux de voir des jeunes qui sont pas encore malades au sens où on l'entend. Enfin, tu vois, de se dire, en fait, ce que je fais là, ça a vraiment du sens pour plus tard. Ça a toujours du sens, mais je veux dire que là, tu te dis, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais d'investissement pour l'avenir. C'est exactement ça. Tu te dis, bah, j'ai la possibilité d'aider quelqu'un à potentiellement ne pas développer de pathologie plus sévère pour la suite. C'est le côté impact, en fait. Ouais, c'est un impact vraiment fort. Moi, je trouve qu'il y a un sens. Après, j'ai aucun doute sur le sens de mon métier, mais je trouve que c'est très valorisant pour tout le monde, en fait, de se dire qu'on arrive aujourd'hui à être en amont de tout ça. Et c'est pouvoir garantir aux gens, que ce soit les personnes concernées, leurs propres soignants, ben, le fait qu'à un moment donné, ils n'auront plus besoin de nous. En tout cas, essayer de leur garantir. Parce que finalement, je me dis, nous, on est nous-mêmes un outil dans la boîte à outils des gens. Et c'est ça, c'est exactement ça. Tu parlais de piliers tout à l'heure. C'est en fait le réseau de transition, c'est un pilier, et le case manager, son rôle, c'est même d'aller chercher les autres piliers. Ouais, exactement. Donc, la famille, l'hygiène de vie, etc., etc. Et c'est sûr que lorsqu'on aide quelqu'un qui est jeune, on l'aide pour toute sa vie. Et c'est là où ça a du sens. Et c'est important pour aussi les professionnels de santé d'avoir ce côté valorisant, parce que c'est assez génial de se dire cette personne elle a 16 ans et je vais peut-être éviter le développement d'un trouble psychique et toute sa vie elle va changer. Et c'est important parce que ça peut être frustrant. Enfin, moi je pense à quelques fois où sur de la pérédance, en fait la personne tu penses avoir débloqué quelque chose et en fait elle revient en arrière. Et des fois, ouais, ça fait du bien aussi de voir des choses où on se dit, ah, c'est super, quoi, j'ai eu un impact, la personne va aller vraiment mieux, quoi. Après, de toute façon, nous, on est en support. Je pense que se rétablir, c'est un chemin. Enfin, on accompagne les gens sur ce chemin-là, tu vois. Mais le rétablissement nous appartient pas. Il nous appartiendra jamais. On est à un moment donné sur ce chemin et je pense que c'est vraiment important qu'on reste modeste, tu vois, aussi sur ce qu'on peut apporter aux gens, même si on a parfois un rôle crucial, tu vois, pour certaines personnes. Il y a des gens qui c'est très important qu'on soit là. Enfin, dans ce qu'ils disent, hein, tu vois. Je prétends pas prendre une place qui n'est pas à donner. Mais c'est intéressant, Marine, et t'as un peu le truc où moi, je te rejoins à 100% sur le rétablissement. C'est aux personnes concernées que ça. En fait, c'est nous qui sommes responsables. Enfin, c'est un peu
Enfin, pour moi, c'est essentiel. On est responsable et c'est nous qui allons pouvoir solutionner le problème. Maintenant, on a plein de piliers. Et ces piliers, et ben notamment le réseau de transition, peut en être un qui a l'air plutôt très bien de ce que je comprends. Et après, il y en a d'autres. Et ça dépend de son âge, ça dépend de sa situation, ça dépend de son secteur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe avec un exemple? Alors, je sais que tu es sur l'île. Donc, concrètement, imaginons une situation, voilà, j'ai 20 ans. J'ai des sentiments que je suis peut-être en dépression. Et donc, comment ça se passe? C'est-à-dire que je vais sur le site internet ou comment ça se déroule? Et ensuite, je voudrais bien que tu m'expliques quelles sont les personnes que je vais voir. Est-ce que je vais voir des psychiatres, un case manager et comment ça se passe? Est-ce que c'est plusieurs séances? Enfin, j'aimerais bien vraiment d'avoir un exemple concret. Est-ce que j'étais sur l'île à 19 ans quand j'avais la dépression? Imaginons. Ok. Je pense que ça peut être intéressant. Alors, on peut imaginer par exemple que un ou une ado arrive aux urgences, amené par un de ses parents à sa demande parce qu'ils se sont plutôt déprimés, qu'il a des idées, il ou elle a des idées suicidaires. Et on a parlé, tu vois, mettons, la veille ou le matin même, dans la journée, en tout cas, à ses parents. Donc, les parents sont là, le ou la jeune est là. Et toi, tu fais ton entretien seul avec cette personne. Donc, tu commences par voir un psychiatre, c'est ça? Ben, là, je te parle, par exemple, enfin, je pourrais te donner d'autres exemples parce que il y a des gens qui arrivent via leur médecin généraliste. Les gens arrivent pas toujours via l'hospitalisation. La porte d'entrée, en fait, elle est multiple. C'est vrai que souvent, les gens disent j'ai eu du mal à la trouver, du coup, ça a tardé pour moi, etc. Je pense que les médecins de famille ou médecins généralistes, en tout cas médecins traitants, ont une place importante parce que parfois, c'est eux qui repèrent avec les ados, avec leur famille, le fait que ça commence à aller moins bien, comme ils connaissent les ados depuis longtemps parce qu'ils suivent les parents. Enfin, tu vois, j'ai en tête un jeune homme qui est arrivé via son médecin généraliste en consultation. Mais tu vois, j'ai en tête une jeune fille qui est arrivée par les urgences avec ses parents un peu dans ce contexte-là. Nous, en fait, on fait un gros travail de sensibilisation et d'information autour du dispositif dans lequel je travaille. Donc, c'est se faire connaître des médecins généralistes, se faire connaître des collègues psychiatres, que ce soit en intra-hospitalier dans les unités de soins, que ce soit dans les centres de consultation. C'est se faire connaître des partenaires avec lesquels on va s'articuler, donc la médecine scolaire, typiquement aussi les travailleurs sociaux à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. C'est se faire connaître des structures d'accompagnement médico-social, parce que du coup, eux vont accompagner les gens, on va être au contact de jeunes. Tous les publics qui sont en contact, en fait, des grands ados, des jeunes adultes, on fait un travail de réseau, en fait, tu vois. Je fais ça avec la cadre infirmière avec laquelle je travaille, avec le chargé de projet avec lequel je travaille. On va rencontrer les gens, on leur explique qu'est-ce que c'est faire de l'intervention précoce, en quoi ça a du sens, sur quel point d'appel est-ce que vous pouvez adresser des personnes au dispositif. Vous pouvez aussi leur laisser notre numéro de téléphone, ils nous appellent, on a un numéro de téléphone unique, un mail unique, donc on est sollicité par des gens, des professionnels de santé ou pas de santé, des jeunes, des familles, etc. C'est comme ça, en fait, que les jeunes arrivent à nous. Parfois, c'est via les urgences parce qu'en fait, ils ont été hospitalisés. Après, c'est le service d'hospitalisation qui nous contacte. Donc, on se déplace dans le service. Je suis allée voir cette jeune fille dans le service. Et puis, j'ai pu évaluer avec le médecin qui l'accompagnait pendant l'hospitalisation, à l'aide, en fait, d'un questionnaire un peu standardisé qui permet d'aller creuser la clinique, de poser des questions particulières. C'est repérer le fait qu'en fait, c'est une dépression qui est pas tout à fait typique. Qu'en fait, il y a des hallucinations et qui sont là depuis plusieurs semaines. Et puis, il y a aussi d'autres formes d'interprétation de ce qu'elle peut vivre, etc. Donc, c'est se dire, bon, là, cette personne, cet ado, elle présente une espèce d'atypicité dans les symptômes cliniques qu'elle vit. Et du coup, on va lui proposer d'intégrer le dispositif. Et donc, elle va rencontrer un ou une case manager, donc un ou une infirmière, psychologue, travailleur social, etc., qui va en fait être son interlocuteur privilégié. Elle va avoir son numéro de portable parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, bon, on ne faut pas envoyer des courriers ou des mails. Enfin voilà quoi, les jeunes ils communiquent, comme nous tous, tu vois, on est moins jeunes, mais fait beaucoup de textos, voilà, appels, etc. Donc le case manager le rencontre dans l'unité. Et l'idée c'est de dire, en fait, c'est moi je vais être ton fil rouge quoi. Je vais t'accompagner, je vais essayer de comprendre tes besoins, je vais te suivre en fait dans ton trajet de vie.
Et en fait, je pense qu'il faut aussi, tu parlais du fait que en tant que personne concernée, t'es responsable. Ben oui, t'es responsable, évidemment. Ça suppose pour nous aussi, et ça, je parlais d'une posture peut-être plus modeste, que parfois il faut suivre les personnes dans leurs allers-retours, quoi. Tu vois, pas imposer quelque chose parce qu'on se dit que c'est bien pour il ou elle de faire comme ci, etc. C'est se dire, bon, bah ouais, là, le jeune, il a consommé du cannabis et il prend moins bien son traitement. C'est accepter qu'en fait, les choses vont pas être toujours nickel, quoi, mais toujours être là. Et du coup, le ou la case manager va évaluer les besoins du jeune, va l'adresser, donc va s'assurer qu'il y a des consultations avec un médecin psychiatre régulières pour surveiller si le traitement est bien supporté, bien pris, bien dosé, bien efficace, tu vois, tout ça. S'assurer que le jeune va avoir les examens qu'il faut. Parce qu'en fait, nous, en intervention précoce, on fait en sorte qu'on colle le plus à ça. Parce qu'en fait, il y a des décennies de recherche autour de ce qu'il est important de proposer, ce qu'il est important de faire. Donc, je te donne des exemples pêle-mêle, un bilan bio particulier, une IRM cérébrale, une évaluation cognitive, un bilan, tu vois, global, cognitif, psychologique. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Pour comprendre un peu, donc, cette personne-là, donc, est arrivée aux urgences. Ouais. Elle t'a vu en tant que psychiatre. Ouais. Après, c'est case manager. Le case manager la rencontre. Faire un certain nombre de tests, pour mieux comprendre ce qui se passe. Ouais. Et ensuite, c'est proposer un accompagnement particulier. Et c'est un accompagnement. Et ça, cet accompagnement, c'est quoi? C'est psychologue, psychiatre, c'est ou autre? Ouais. C'est, en fait, c'est tout ce dont le jeune aura besoin en fonction du bilan initial global qui sera fait, tu vois, biopsychosocial, quoi. Donc, c'est, le suivi médical pour la partie troubles, médicaments, bilan biologique, imagerie cérébrale, suivi médical un peu pur. C'est, par exemple, de la réhabilitation psychosociale, un accompagnement en réhabilitation psychosociale. Mais du coup, tu proposes, oui, un suivi médical, oui, un suivi psychologique, des interventions de groupe, faire en sorte que le jeune, il se retrouve aussi avec d'autres pairs qui ont vécu ou qui vivent les mêmes difficultés que lui. Tu fais de la psychoéducation, du coup, en individuel, en groupe, pour les familles. Tu proposes, tu te connectes avec l'établissement scolaire ou l'établissement de formation pour faire en sorte que le jeune se sente le plus à l'aise possible et que les gens à l'école ou dans son organisme de formation ou dans son travail aient conscience des difficultés qu'il peut avoir. C'est avec l'accord des gens, évidemment, parce que tu vas pas déroger au secret médical, mais c'est adapter, en tout cas, le milieu scolaire. C'est pas à l'individu de s'adapter à l'école, de s'adapter au boulot. Tu vois, c'est faire en sorte que, justement, le milieu dans lequel il évolue puisse s'adapter à ses difficultés. Tu vois, pour limiter les facteurs de stress, en fait. Parce que si tu demandes à un étudiant qui a des difficultés de concentration de faire un examen à la fac dans le même temps que quelqu'un qui n'en a pas, tu vas le mettre en difficulté, tu vas le mettre en échec. Or, toi, ce que tu veux, c'est qu'il réussisse ses examens, qu'il ait son année, etc., etc. Donc, tu vois, typiquement, moi, j'ai en tête une jeune fille qui a un problème anxieux très sévère avec des manifestations un petit peu atypiques qui est suivie. Bon, en fait, elle a un tiers-temps à la fac. Donc, en fait, elle est dans une salle au calme où ils sont beaucoup moins. Elle a 3 heures au lieu de 2 heures. Enfin, tu vois, c'est proposer ce genre de choses. Donc, c'est au-delà du sanitaire. C'est des soins vraiment, tu vois, hyper individualisés. Tu vas vraiment être à la carte pour les gens, quoi. C'est vrai que, sur le papier, c'est génial, le réseau transition. Le réseau transition, en fait, ça a une balance à la fédération de ces dispositifs d'intervention précoce, mais ils font aussi de la recherche. Là, ils vont éditer un cahier des charges français parce qu'on a des recommandations internationales. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir les recommandations françaises avec un outil de suivi français. Nous, dans le dispositif sur lequel je travaille, on a adapté un outil de suivi australien au contexte français, mais du coup, c'est quelque chose qu'on a fait nous-mêmes. L'idée, c'est de se dire, il y a des choses qui doivent être posées, des choses qui doivent être faites. On veut s'assurer qu'elles soient faites. Donc, en fait, chaque case manager a une espèce de checklist, tu vois, pour s'assurer que tout est le mieux, tout est au mieux pour la personne. Et en fait, ces pratiques qu'on appelle des pratiques probantes, c'est la somme à la fois d'évaluations scientifiques, donc de données scientifiques, mais aussi de données expérientielles. Enfin, les savoirs expérientiels sont aussi une forme de données scientifiques, tu vois. Et quand je te parlais tout à l'heure de la satisfaction pour les proches et pour les personnes concernées d'intégrer des dispositifs d'intervention précoce, on est aussi là-dedans. Et il y a aussi une satisfaction, je trouve, quand on est soignant, de se dire qu'on est en prévention très précoce, très en amont de l'apparition des troubles et qu'on déploie tout un arsenal thérapeutique au sens large, parce que c'est aussi être thérapeutique de veiller à ce que
ça se passe bien à l'école, ça se passe bien à la maison, ça se passe bien dans le logement, si c'est un jeune qui vit seul, etc. Voilà. Donc, les pratiques probantes, c'est pas juste des données de la science, tu vois, c'est aussi tenir compte des données expérientielles, du vécu des personnes, du vécu de leurs proches, des soignants qui font de l'intervention précoce. Et c'est important de l'avoir en tête parce que du coup, ça permet de ne pas être décorrélé du terrain. Enfin, tu vois, c'est pas juste, on a vu que ça marchait, on l'applique à tout prix, alors que c'est pas forcément adapté au contexte ou aux gens. Ouais, mais c'est des grands débats entre la médecine, est-ce que c'est plus de l'art, est-ce que c'est plus de la science, et à des fois. Je pense que c'est la somme des deux, tu vois. T'es à la fois dans de la science, à la fois dans de l'expérience, et les données expérientielles sont des données à prendre en compte. Tu peux pas ne pas tenir compte du vécu des gens dans les soins que tu leur proposes. On en parlait tout à l'heure pour le diagnostic. Il y a des gens, mais du coup, rien à voir avec l'intervention précoce, mais tu vois, il y a des gens, ils ont besoin d'avoir un diagnostic. Donc, toi, il faut que tu sois en capacité de pouvoir leur répondre, si tant est que tu peux. Et puis aussi être honnête si tu ne peux pas. Mais en tout cas, si tu peux, c'est dire, expliquer pourquoi tu portes tel diagnostic quand les gens te disent, moi, j'en ai besoin, ça m'aide, ça m'aide à comprendre ce que je vais. Et puis après, il y a des gens qui n'en veulent pas. Mais c'est quand même pouvoir les accompagner, justement, répondre à leurs besoins. Tu vois, c'est ça aussi, c'est pas différemment. Enfin, pas parce que les gens veulent un diagnostic ou n'en veulent pas, tu vas quand même leur proposer ce dont ils ont besoin. Ouais, je suis d'accord avec ça, et c'est vrai que c'était une conversation intéressante qu'on n'a pas enregistrée. Non. C'était sur le fait que personnellement, ça a été important pour moi de mettre un mot et de me dire en fait, je suis concerné par la bipolarité. Et je me dis personne bipolaire. Alors, je suis Clément avant tout, mais ça fait partie de moi et ça m'aide justement à prendre les bonnes décisions dans les moments où par exemple, j'ai des potes qui veulent sortir en boîte et de dire bon, attention, je suis bipolaire, peut-être que je rentre, c'est le moment, il faut que je rentre chez moi. Et moi, ça m'aide. Après, il y a d'autres personnes qui ont des logiques très différentes. Et je pense que là-dessus, le fait d'individualiser les soins est essentiel. Et en fait, moi, je trouve ça toujours assez extraordinaire de voir ce type de réseau. Maintenant, ce qui est toujours compliqué, c'est déjà de le connaître, parce que et c'est ce qu'on fait ici à notre échelle, ce qui est déjà une belle chose. Et donc, je mettrai bien sûr le lien dans la description si vous voulez aller regarder, et tout simplement pour pouvoir les contacter. Tu peux mettre ça, et puis tu peux mettre Santé Psy Jeune, parce que il y a beaucoup de petites vidéos très pédagogiques sur les différents troubles qui peuvent être des signes d'alerte pour les jeunes ou pour leurs proches. C'est vraiment une mine d'informations sur la santé mentale pour les jeunes. Ouais, donc très intéressant, je le mettrai aussi en lien. Alors, il y a un point que je trouve hyper important pour nous, c'est on pose une question, et on l'a posé à tout le monde, c'est si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans la santé mentale? Qu'est-ce que je changerais dans la santé mentale si j'avais une baguette magique? T'as un super pouvoir, tu fais ce que tu veux. J'ai envie de changer plusieurs choses, en fait. C'est ça le problème. J'ai le droit. Lance-toi, et t'as le droit à deux. J'ai le droit à deux. Ça peut être pour les soignants, ça peut être pour les personnes, ça peut être au niveau de l'État. Tu fais ce que tu veux. Bon, en fait, j'ai envie de changer 3 choses. Vas-y, t'as le droit. Mais en fait, c'est des choses qui sont interconnectées, tu vois. Donc, en fait, ce que j'aurais envie de transformer, ou de continuer à transformer, c'est les pratiques de soins, ce qu'on propose aux gens. J'aurais envie de transformer la façon dont on est formé en tant que médecin psychiatre. Et j'aurais envie de transformer les représentations qu'on a autour des troubles psy, des personnes concernées par les troubles psy, et aussi des soignants en psychiatrie. Donc, j'aurais envie de transformer ces 3 choses-là. En même temps, je me dis que transformer la façon dont on est formé, ça aura nécessairement un impact sur la façon dont on accompagne les gens, donc sur nos pratiques. Et ça aura nécessairement un impact sur nos représentations, parce que nous aussi, en tant que soignants, on est vecteurs de stigma parfois. On parlait, tu vois, tout à l'heure de la façon dont on dit les choses. Toi, tu te définis comme tu veux. Donc, toi, quand tu dis « je suis bipolaire », franchement, c'est OK. Mais parfois, c'est pas du tout la même chose dans la bouche d'un soignant quand ils disent « patient, il est bipolaire ». C'est vecteur parfois, ça véhicule des représentations parfois autour de c'est quoi être bipolaire en fait. Et je te disais tout à l'heure, en fait, parfois les gens se mettent en colère dans une unité d'hospitalisation parce qu'un soignant a pas forcément été disponible, correct. Enfin voilà, ça arrive à tout le monde. Se met en colère. C'est pas parce que la personne se met en colère et qu'elle a un trouble bipolaire que sa colère elle y a son trouble bipolaire. Donc en fait, moi je me dis côté soignant, il faut aussi que nous on change nos représentations. Changer nos représentations. Ça passe par la formation, ça passe par les pratiques. Tu vois, on parle souvent avec mes pairs à l'association des jeunes psychiatres, des jeunes addictologues, des pratiques de soins coercitifs, en particulier l'isolement, la contention. Et en fait, on se dit, tant que ces pratiques-là, elles existent,
tant qu'on les utilise, on pourra pas dire aux gens, non, si vous allez à l'hôpital, on vous attachera pas, on vous enfermera pas. Parce qu'en fait, c'est une réalité. Quelque chose qui existe. Et c'est des pratiques qui sont stigmatisantes, qui font peur aux gens. Et en fait, moi, je peux pas dire aux gens, non, mais ça n'existe pas, ou ça n'existe plus, parce que ça existe. Et donc, en fait, tant qu'on a des pratiques, pour certaines, hein, tant qu'on a des pratiques stigmatisantes, bah, on est stigmatisé dans nos pratiques. Donc, en fait, tout ça, c'est interconnecté. Donc, je voudrais pouvoir changer tout ça. C'est beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, je pense que c'est fondamental et une façon de faire. Du coup, en fait, je pense que une chose qui nous permettrait de transformer tout ça, c'est le fait de tout le temps travailler avec des personnes concernées, en fait. Donc, c'est peut-être ça, la chose que je voudrais changer. Que vous soyez tout le temps à nos côtés. Parce que si on intègre dans la formation initiale des étudiants en médecine, des internes en psychiatrie et même la formation continue après pour les psychiatres en exercice, la présence de personnes concernées qui viennent raconter leur expérience des soins, leur vécu des troubles, accéder à cette parole, moi, ça fondamentalement fait changer ma perception. En fait, quand je dis changer, encore une fois, j'espère que je n'ai jamais été un horrible psychiatre paternaliste, comme je te disais tout à l'heure. Mais je sais que ça a été un moment charnière dans ma vie de jeune fille, de rencontrer des personnes concernées dans une configuration qui n'était plus celle de je suis la soignante et la personne est soignée, tu vois, d'être comme ça. Non, mais c'est hyper intéressant dans le sens où, au final, la formation a quand même un impact énorme. Et si tu pouvais intégrer les personnes concernées dans la formation, ouais. Derrière, tu penses que, un peu comme ce dont on parlait, qui était l'impact. Oui. Et moi, j'aime beaucoup ce terme-là parce que on est dans un monde où on a des ressources limitées. Et comment est-ce qu'on fait avec ces ressources pour avoir le plus d'impact et aider le plus de personnes? Et c'est ça le nerf de la guerre. Et je pense qu'on se rejoint. Et nous, on essaie vraiment d'être dans cette mentalité-là. Parce que des fois, tu te rends compte que de redonner espoir aux gens, pour moi, c'est personnellement un truc énorme, par exemple. Oui, mais je pense qu'en fait, ta capacité à être porteur d'espoir, à redonner espoir, elle est très liée à ce type de rencontre, tu vois. Parce que si tu apprends la psychiatrie dans les livres ou que tu travailles que dans des unités d'hospitalisation qui accueillent des personnes dans des situations très dégradées, la représentation que tu as de ta propre capacité à aider les gens, elle est biaisée. Alors que si tu rencontres quelqu'un qui a une schizophrénie, un trouble bipolaire, un trouble dépressif récurrent, un trouble anxieux, qui te raconte en fait ce qu'il a vécu, où il en est aujourd'hui, comment il s'en est sorti, bah déjà, ça te fait prendre conscience de l'impact que tu as pu avoir, mais de l'impact que tu n'as pas eu non plus. C'est-à-dire, c'est aussi redonner sa juste place à la psychiatrie dans le parcours de vie d'une personne. En fait, la psychiatrie, elle aide les gens à un moment donné, mais elle aide pas pour tout. Enfin, il y a des gens qui arrivent à gérer les hallucinations qu'ils ont par des techniques qui ne sont pas médicamenteuses. Enfin, je pense par exemple au réseau d'entente de voix qui accompagne des gens qui, tu vois, les gens se rencontrent entre eux autour de de ce vécu-là d'entendre des voix et en fait, ils se donnent aussi des techniques qui sont pas des techniques médicamenteuses. Donc, c'est aussi se dire, bah, en fait, moi, je peux faire une partie du job pour la personne avec elle, mais je peux pas tout faire, quoi. Et d'ailleurs, je suis pas là pour tout faire. Il faut pas que je fasse tout, quoi. On n'est pas tout puissant et du coup, c'est aussi, moi, ça me donne de l'espoir parce que c'est aussi me dire, je suis pas toute seule pour aider les gens. Je sais pas comment font certains médecins. Enfin, je ne vais pas jeter la pierre, mais moi, je trouve ça très angoissant, en fait. De se dire qu'on est responsable de tout et tu vois, et de la prise du traitement et que les gens viennent bien en rendez-vous et que ça se fait à la maison et que, tu vois, waouh. Je pense qu'il faut aussi, rendre aux gens, leur responsabilité, quoi. Et puis accepter que parfois ça se casse la figure, mais continuer d'être là et voilà quoi. Je trouve que c'est important pour nous. C'est ça qui donne espoir aussi, c'est de se dire qu'on n'est pas tout seul. C'est super important et je pense que c'est important d'avoir aussi un peu de compassion de notre côté, le côté patient, parce qu'on se rend pas toujours compte des difficultés que c'est lorsqu'on est praticien. Et plus je rencontre de psychiatres, de psychologues, de pérénants pour ma part, plus je me rends compte que des fois, on va avoir tendance à se mettre dans une situation où on dit c'est pas de ma faute, c'est de la faute à la société, ce que je peux comprendre parce qu'il y a une frustration. Mais pour ma part, quand je vois les personnes qui sont plutôt rétablies, c'est des personnes qui ont vraiment pris conscience que, ok, c'est comme ça, c'est pas de chance. Maintenant, il faut vivre avec et il faut prendre, tu vois, le terme prendre ses responsabilités pour nous, c'est hyper important. Et vraiment de se dire, maintenant, il faut l'accepter, il faut avancer avec. Et moi, je prends toujours l'exemple, il y a
énormément de personnes qui ont réalisé des choses exceptionnelles dans leur vie. Et pour autant, peut-être qu'ils n'étaient pas parfaits. Peut-être qu'ils avaient une santé morale qui était différente. Et ça leur a pas empêché. Ils ont fait de ça une force. En fait. Ils ont réussi à retourner le truc. Ils ont développé, enfin, l'exemple le plus basique, c'est Daredevil, même si c'est un super-héros. Mais il est aveugle. Mais du coup, il a travaillé encore plus que les autres. Et ce qui fait que maintenant, il est capable, grâce à son ouïe, grâce à son odorat, de pouvoir faire des choses que d'autres ne pourraient pas faire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai. Après, quand on parle de responsabilité, pour moi, c'est de se dire les responsabilités, elles sont partagées. Ça veut dire que chacun en a. Du coup, c'est confortable de dire des choses comme ça. Et on a confiance dans le fait que l'autre est capable de prendre ses responsabilités. Tu vois? Donc, il y a cette histoire de confiance aussi. Après, effectivement, comme tu disais, faire de quelque chose de douloureux ou de compliqué qu'on vient à un moment de sa vie une opportunité. Ça, c'est un vrai défi. Mais évidemment que c'est possible. Enfin, j'en suis convaincue. Et en fait, tu vois, c'était hyper intéressant. Tu m'as fait prendre conscience de quelque chose, Marie. C'est que, en fait, moi, je n'ai jamais été dans le milieu hospitalier. Je ne vois quasiment que le côté positif. Les soignants qui sont super éduqués, qui ont bien appris, qui sont super bons, les associations qui sont trop stylées. Et du coup, c'est vrai que c'est plus facile de donner espoir et d'être positif quand on voit ça. Et je pense que c'est hyper important c'est ça, de le faire, mais pour d'autres. Et par rapport au côté responsabilisation, je fais beaucoup l'analogie du jeu vidéo. Il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo en mode facile. Donc, en gros, ils sont beaux, ils sont grands, ils n'ont pas de troubles psychiques. A priori, lorsqu'il y a un boss de la dépression, il est un peu moins compliqué à battre. Parce que, grosso modo, ça va, il y a une vie équilibrée. Alors, ça veut pas dire qu'il n'est pas présent, mais, entre guillemets, quand on a, par exemple, un trouble bipolaire, comme ça peut être mon cas, concrètement, le boss de la dépression, il est en niveau difficile. Et donc, si jamais j'y vais sans équipement, je vais me faire bouffer. Et donc, c'est à moi de me renforcer, d'aller chercher mon épée qui va être mon psychiatre, d'aller chercher mon bouclier qui va être mon père aidant, etc., etc. Et donc, ça va m'obliger à être une meilleure version de moi-même, plus équipée. Et donc, lorsqu'il y a la dépression, d'être capable de gérer. Mais parce que je serai mieux équipé pour vaincre la dépression, je vais être capable de vaincre aussi d'autres choses. Lorsque je vais avoir une difficulté professionnelle, potentiellement, parce que j'ai mon psychiatre, parce que j'ai mon père aidant, je vais peut-être mieux gérer. Et c'est vraiment cet esprit-là de se dire que, enfin, en tout cas, c'est ma volonté de se dire, ok, c'est plus dur. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça peut pas être transformé en force. Bien sûr. Et ça me fait penser à un bouquin, ce que tu dis, un de mes livres préférés, qui s'appelle Les Vertus de l'échec. Et c'est un bouquin d'un philosophe qui s'appelle Charles Pépin, qui est très facile à lire et en fait, qui resitue l'échec comme un fait, qui le sépare bien du sentiment d'échec. Juste un échec, c'est on essaye, ça marche pas. Et en fait, il utilise dans ce bouquin des petites vignettes avec beaucoup de personnalités connues, beaucoup de sportifs, d'artistes. J'y pensais parce que tu parlais des artistes, etc. Alors, c'est absolument pas pour faire l'analogie entre le fait d'avoir un trouble psy et ce n'est pas un échec, mais c'est juste pour dire c'est un fait. C'est juste un fait. Et en fait, justement, on peut tout à fait se servir de ce fait en s'interrogeant en fait sur soi-même et sur l'impact que ça a dans notre vie pour retourner quelque chose qui est à un moment donné perçu comme une vulnérabilité, comme une force. Et je trouve, et c'est le parallèle que je fais dans ma tête, c'est juste, je me dis, il y a un état de fait, mais on peut en faire quelque chose d'extrêmement positif. Et parfois même, on a une forme de motivation peut-être plus grande parce qu'on a vécu une adversité. Et donc, on est d'autant plus combatif. Ah, mais clairement. Voilà. Mais je suis entièrement raccord avec ça, dans le sens où, en fait, des fois, si la vie est trop simple, on peut devenir un peu fainéant sur quelque chose. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que, je parle de mon expérience perso, des fois, c'est des trucs qui me nourrissent. Le fait de me dire, à ce moment-là, c'était dur. Et aujourd'hui, je le vois presque comme une force. Tu t'es sorti de cette situation. C'est ça. Mais toi, avec tout ce qui a pu t'aider sur le moment. Et tu vois, ça me refait penser à l'intervention précoce et au fait que on est amené à accompagner des jeunes qui vivent des moments compliqués
qui peuvent beaucoup s'auto-stigmatiser dans les difficultés qu'ils traversent ou qui peuvent être stigmatisés par l'environnement dans lequel ils évoluent. Et c'est aussi à nous d'accompagner cette possibilité pour eux de pouvoir, enfin, cette traduction de l'empowerment, mais de dire, OK, on va t'accompagner pendant 2-3 ans de façon intensive en te proposant tout un arsenal pour toi, pour ta famille, pour faire en sorte que cette épreuve, tu la traverses. Et puis après, tu vives ta vie, quoi. Je trouve que ça, c'est fort de voir les choses comme ça. Ça a énormément de sens pour moi. Même si, encore une fois, je pense que je fais un métier qui a beaucoup de sens de base. Non, mais c'est un très beau mot de la fin. Je vais m'arrêter là sur le podcast. Merci beaucoup, Marie. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi. Et puis, à très bientôt. Oui, à bientôt. Salut Clément. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com, HOPESTAGE.com, et je vous dis à très bientôt.